Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors la théorie des représentations de SU3 est en fait un cas particulier d'une théorie des représentations des algèbres de Lie semi-simples. Mais il vaut mieux voir SU3 séparément. D'abord parce que SU3 est très important en physique, et d'autre part, la théorie générale sur les algèbres semi-simples est assez difficile à digérer, elle est costaude. Donc, considérer un exemple non trivial comme SU3 rend les choses plus claires. Et en fait, tous les éléments de la théorie générale sont déjà présents dans le cas SU3. Donc, on ne perd pas grand-chose en travaillant sur ce cas particulier. Le résultat principal sera que les représentations irréductibles de SU3 peuvent être classées selon ce qu'on appelle les poids les plus grands. Nous verrons cela. C'est analogue à indicer les représentations VM de SU2 ou de l'algèbre SL2C par les plus grandes valeurs propres de PMH, valeur propre qui vaut M. On pourra voir ensuite les algèbres semi-simples de manière beaucoup plus compacte sur base de ce que nous aurons vu. Le groupe SU3 est connexe et simplement connexe. Donc les représentations de dimension finie de SU3 sont en correspondance bijective avec celles de l'algèbre SU3. Les représentations complexes de SU3 sont aussi en correspondance bijective avec les représentations linéaires complexes de l'algèbre SL3C. Mais, de SU3C complexifié. Mais SU3 complexifié est isomorphe à l'algèbre SL3C, comme on le vérifie facilement. De plus, puisque SU3 est connexe, il s'ensuit qu'un sous-espace invariant W qui est inclus à V est invariant sous l'action de SU3 si et seulement si il est invariant sous l'action de l'algèbre SL3C. Ce qui nous donne la proposition: il y a une correspondance bijective entre les représentations complexes de dimension finie pi de SU3 et les représentations linéaires complexes de dimension finie pi de l'algèbre SL3C. Et cette correspondance est déterminée par la propriété que pi de E exposant x égale E exposant pi x. Pour tout x appartenant à l'algèbre SU3 qui est inclus à SL3C, la représentation pi est irréductible si et seulement si pi, la représentation de l'algèbre, l'est aussi. De plus, un sous-espace W inclus à V est invariant pour pi si et seulement si il est invariant pour la représentation de l'algèbre. Ensuite, puisque SU3 est compacte, toutes les représentations de SU3 sont complètement réductibles. Et donc, selon cette proposition, cela implique que toutes les représentations de dimension finie de SL3C sont complètement réductibles. De plus, on peut appliquer le même raisonnement au groupe SU2 et son algèbre de Lie SU2, ainsi qu'à son complexifié SL2C. Puisque SUD est simplement connexe, il y a une correspondance bijective entre les représentations complexes de SU2 et celles de l'algèbre SL2C. Puisque SU2 est compact, toutes sont complètement réductibles, ce qui nous donne alors la proposition: toute représentation linéaire complexe de dimension finie de SL2C, de l'algèbre SL2C ou de l'algèbre SL3C est complètement réductible.
En particulier, toutes les représentations de dimensions finies des algèbres SL2C et SL3C se décomposent en une somme directe de sous-espaces invariants irréductibles. Voilà, alors pour passer à du concret, nous allons prendre une base de SL3C pour voir les représentations et nous allons choisir cette base-ci. H1 donné par 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. H2 sera 0, 0, 0, 0, 1, 0. Là, c'est moins 1, pardon. 0, 0, moins 1. X1 sera 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. X2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. X3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y1, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y2, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et Y3, enfin, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Voilà. Donc 8, c'est un espace à 8 dimensions. Notons que l'espace qui est généré par H1, X1, Y1 est une sous-algèbre de SL3C qui est isomorphe à l'algèbre SL2C, obtenue en ignorant troisième ligne et troisième colonne. On le voit facilement en comparant avec les bases que nous avions utilisées pour SL2C. Et de même, la génération avec H2, X2, Y2 donne la même chose en ignorant première ligne et première colonne. Cela nous donne d'ailleurs automatiquement certaines relations de commutation. H1, X1 égale 2X1. H2, H1, pardon, H1, X2 égale H2, X2 égale 2X2. Et toutes ces relations de commutation sont évidemment très faciles à vérifier en faisant une multiplication matricielle. Et H1, Y1 égale moins 2Y1. Et H2, Y2 égale moins 2Y2. X1, Y1 égale H1. Et X2, Y2 égale H2. Alors, d'une manière générale, on aura besoin de toutes les relations de commutation. Donc, donnons celles qui impliquent au moins H1 ou H2. On a alors H1, H2 avec un peu de répétition avec ce qu'on vient de voir ici. H1, H2 égale 0. H1, Y1 égale 2X1. H1, X1, pardon, égale 2X1. H2 H2Y1 égale moins 2Y1. H1, Y1 égale moins 2Y1. H2, X1 égale moins X1.
H2Y1 égale Y1. H1 X2 égale moins X2. H1 Y2 égale Y2. H2 X2 égale 2X2. H2Y2 égale moins 2Y2. H1 X3 égale X3. H1 Y3 égale moins Y3. H2 X3 égale X3. Et H2 Y3 égale moins Y3. Le reste des relations de commutation est donné par X1 Y1 égale H1, X2 Y2 égale H2, X3 Y3 égale X3 Y3 égale H1 plus H2, X1 Y2 égale X3, Y1 Y2 égale moins Y3, X1 Y2 égale 0. Attendez, j'ai fait une erreur. C'est X1, X2, X1, Y2, X1, X2 égale X3, et donc X1, Y2 égale 0. X2, Y1 égale 0. X1, X3 égale 0. Y1, Y3 égale 0. X2, X3 égale 0. Y2, Y3 égale 0. X2, X3 égale Y1. X3, Y2 égale X1. X3, Y2 égale X1. X1, Y3 égale moins Y2.
x3, y1 égale moins x1, pardon, moins x2, pardon. Voilà. Ça fait beaucoup de relations de commutation, c'est normal, puisqu'on a 8 matrices pour la base. Alors, on remarque quand même qu'il y a une jolie symétrie entre les xi et les yi. C'est assez évident quand on regarde l'ensemble des relations de commutation. Voilà, ça nous forme la base concrète qui va nous permettre de mener les calculs. Et dans la prochaine vidéo, nous introduirons les notions de poids et racines. Je vous remercie.